Cercle d'analyse du processus électoral. Comment il compte gagner les élections en 12 points au Niger? Les autorités, le parti au pouvoir et la CENI assurent que le processus électoral se déroule normalement. Au regard de ce qui est dit, il est intéressant de jeter un regard sur ce processus. Ainsi, il est présenté ici une analyse du dit processus. La fraude électorale est possible avant, pendant et après les élections. Pour rappel, les gouvernants actuels seraient parvenus au pouvoir avec la bénédiction de l'auteur du coup d'État du 18 février 2011. Il apparaît qu'ils ont mis en place un système pour gagner les élections. La fraude préélectorale n'est pas connue de plusieurs citoyens alors que le jeu électoral peut être faussé dès le départ. À l'évidence, plusieurs actes posés ou en cours sont des éléments constitutifs d'une fraude préélectorale. 1. Contrôle des conseils communaux ou de villes non favorables. La non-organisation des élections locales couplée au contrôle des conseils municipaux qui ne sont pas dans leur giron est une stratégie de fraude bien élaborée. D'un côté, la non-organisation des élections locales leur a permis de maintenir leurs militants à la tête des conseils où ils sont déjà majoritaires et de l'autre, la corruption, les menaces et le chantage ont été utilisés pour prendre le contrôle de plusieurs conseils communaux ou de villes qu'ils ne contrôlaient pas. Ainsi ils sont arrivés à prendre le contrôle de conseils où ils n'avaient au maximum qu'un ou deux conseillers. Là où la corruption, les menaces et le chantage ne marchent pas, ils procèdent à une dissolution des conseils convoités sous de fallacieux prétextes pour placer leurs militants comme administrateurs délégués. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens comme en témoignent les multiples dissolutions de conseils et révocations de maires. Ainsi, des maires sont limogés sur la base de rapports d'inspection qu'ils contestent alors que ceux qui ont joué un rôle y compris de premier plan dans le vol des ressources du ministère de la Défense n'ont jamais été inquiétés. Pour rappel, le conseil de ville de Niamey qui était tenu par le Lumana avait été financièrement asphyxié pour empêcher les investissements qui se sont miraculeusement multipliés une fois qu'ils ont pris le contrôle, le tout dans l'espoir de laminer le Lumana dans son fief. 2. Concassage des partis de l'opposition et contrôle des partis proches du pouvoir. Des dissidences ont été largement financées pour diviser les partis d'opposition en vue de les affaiblir. Aucun parti de l'opposition n'a été épargné. Et comme par hasard, les dissidents ont bénéficié de la bienveillante compréhension de l'administration. D'un autre côté, les partis amis sont contrôlés à travers des recrutements en leur sein de militants qu'ils ont retournés en contrepartie de postes ou d'accès au marché public. On note que beaucoup de cadres bien que nommés par le biais de leur parti ne répondent que du PNDS qu'ils finissent par rejoindre afin de conserver leur position dès qu'ils sont menacés. L'administration est contrôlée par les militants du PNDS et des militants sous-marins au service du PNDS dans leurs partis respectifs. 3. Multiplication des partis politiques. La multiplication des partis politiques est une stratégie de fraude avec deux objectifs. Le premier objectif est celui de la politique du nombre pour se faire une majorité virtuelle. En effet, bien que ces partis politiques n'ont aucune représentativité, ils les comptent au nombre des partis politiques qui les soutiennent. Ils se targuent aujourd'hui du soutien de 123 partis politiques sur les 143 légalement reconnus. Une manière pour eux de montrer aux yeux du monde qu'ils sont majoritaires dans le pays. Le deuxième objectif est d'inonder les fiefs de leurs adversaires avec de multiples candidatures fantaisistes pour éparpiller au maximum les voix. 4. Exclusion. On constate que l'administration est d'abord au service du PNDS avant d'être au service du Niger. C'est l'administration, notamment le ministère de l'Intérieur, qui va appuyer l'organisation des différentes élections. Or la gestion de l'administration est caractérisée par une exclusion et un népotisme sans précédent qui ont consisté à ne responsabiliser que les militants du PNDS. Ainsi, pour occuper un poste de responsabilité il faut être militant du PNDS ou au service du PNDS. Aucune administration n'est épargnée par cette stratégie. Dans certaines administrations qu'ils considèrent stratégiques, ceux qui ne servent pas les intérêts de leur parti ou qu'ils ne peuvent pas contrôler sont payés pour rester chez eux et ce. Depuis plusieurs années pour certains. Les services chargés d'appuyer les élections sont dirigés par les militants du PNDS ou en mission pour ce parti. 5. Caporalisation des médias d'État. Pour plusieurs Nigériens, ces médias d'État ne sont que de nom. Ils sont devenus de véritables organes de propagande du parti. Aucune voix discordante ne passe sur l'ORTN bien que les Nigériens de tous bords paient mensuellement une redevance pour cet organe. Les opposants et la société civile doivent se contenter des médias privés très suivis. Le PNDS a les médias publics à sa disposition et il est en campagne permanente. Aujourd'hui n'importe quel militant du PNDS peut avoir accès au plateau de Télé Sahel pour faire de la propagande. 6.
Contrôle de la CENI et de la Cour constitutionnelle. La CENI dans sa composition actuelle même sans considérer les représentants de l'administration est dominée par le PNDS. Même si le président de l'institution accusé par certains d'appartenir à ce parti a demandé de donner des preuves de son appartenance au dit parti, il semble avoir des accointances avec ce parti. D'ailleurs la lecture entre les lignes de certaines de ces déclarations finit par convaincre. La Cour constitutionnelle et de par la présence avérée de plusieurs militants du PNDS est une cour qui a été fortement décriée lors de son renouvellement partiel. Elle est subordonnée au pouvoir exécutif et n'a aucune crédibilité aux yeux de l'opinion. On est en droit de douter qu'elle soit capable de dire le droit. Au vu des éléments ci-dessus, il est difficile d'espérer de ces deux institutions une transparence du jeu électoral. 7. Corruption et achat des consciences. De vastes détournements de deniers publics ont été relevés pendant la gestion du PNDS. Au vu des personnes citées, on peut croire que ces détournements vont profiter au parti et peuvent être associés aux gros moyens financiers qui ont servi à acheter les consciences. La corruption n'a pas aussi épargné la chefferie traditionnelle dont certains membres militent ouvertement en faveur de ce parti. Il en de même pour certains religieux qui sont entretenus dans le cadre de l'achat de leur silence. La distribution des V8 à ces leaders, il faut le dire, n'est pas désintéressée en ce sens qu'elle vise à avoir leur soutien. Ils sont allés jusqu'à mettre en place une institution pour entretenir un allié et ses courtisans. Les biens de l'État sont devenus des biens du parti de sorte que l'État finance le parti. Les véhicules de l'État et son carburant sont utilisés pour des missions du parti sous le couvert de missions publiques. 3. Et il faut s'attendre comme en 2016 à une utilisation massive des biens de l'État dans les campagnes électorales. 8. Arrestations ciblées pour faire taire les voix discordantes, les opposants et tous ceux qui dénoncent leur gestion sont arrêtés et isolés en prison. Le cas le plus illustratif est l'arrestation en 2015 de plusieurs leaders du parti Lumana qui ont été associés à un coup d'État et isolés dans diverses prisons pour bénéficier d'un non-lieu après les élections. La stratégie consiste vraisemblablement à accuser à tort les opposants de la fameuse atteinte à la sûreté de l'État pour les isoler en prison et semer en même temps la peur dans leur camp. Au vu des dernières arrestations, ceux qui oseront les critiquer sur les réseaux sociaux qui restent l'un des rares espaces d'expression, subiront la foudre de la fameuse loi sur la cybercriminalité. Les acteurs de la société civile ne sont aussi pas épargnés. Plusieurs d'entre eux croupissent actuellement en prison pour avoir osé manifester contre les détournements au ministère de la Défense. Ces arrestations entrent dans le cadre des fraudes électorales à partir du moment où elles visent à museler des adversaires. En effet, ils savent que ces personnes sont innocentes, l'essentiel pour eux étant de les isoler en prison avec la compréhension d'un dispositif au système judiciaire. 9. Interdiction systématique des manifestations. Les manifestations sont, on le sait, un moyen de jauger la force d'un parti politique ou d'un regroupement de partis politiques. Conscient de ça et bien que la manifestation soit un droit constitutionnellement reconnu, les manifestations sont systématiquement interdites. Conscients de l'illégalité de leurs décisions, les notifications d'interdiction sont faites la veille dans la nuit pour empêcher tout recours. Ne pas permettre à l'opposition de manifester et par là même démontrer ses capacités de mobilisation est une forme de fraude électorale. 10. Un candidat qui organise les élections, malgré tous les mécanismes de fraude mis